j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis de retour du Japon et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon voyage, pour vous montrer quelques souvenirs que j'ai rapportés et également, et le plus important, pour vous parler des lectures que j'ai faites lors de mon séjour au Japon. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur YouTube et sur Instagram pour savoir si j'allais faire un vlog dédié au Japon. Eh bien, non, tout simplement parce que, en fait, je suis partie là-bas avec mon mari. C'était véritablement des vacances entre nous, des vacances détente, des vacances parenthèses, et donc clairement je n'ai pas du tout pensé à prendre la caméra et à vous filmer des petits plans des différentes visites que nous avons faites. C'est vrai que quand j'avais reçu les questions, après je me suis dit ah bah je pourrais filmer et tout. Mais clairement, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de vivre mon voyage à fond. C'était un rêve pour moi d'aller au Japon, c'est depuis que j'ai 6 ans que je rêve d'aller visiter ce pays. Et donc du coup, j'avais véritablement envie de profiter de mon voyage avec mes yeux et de ne pas regarder les différentes choses que l'on visitait à travers l'écran de mon téléphone. Donc voilà, je ne vais pas... je vous mettrai quelques petites photos, oui, mais je n'ai pas filmé des plans spécialement pour le Japon. Également, je n'ai pas tourné de vlog, tout simplement parce que j'ai lu pendant mon voyage, notamment à l'aéroport, un petit peu dans l'avion et les soirs, mais je n'ai pas non plus lu énormément pour vous faire des bilans de lecture réguliers sur mes 15 jours de voyage. Donc du coup, voilà, je vous fais un petit bilan ici de retour à la maison, mais il n'y aura pas de vlog spécialement dédié aux vacances. Et également concernant mon haul de souvenirs, je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que je ne suis pas une youtubeuse ou une instagrammeuse lifestyle ou vacances. Je suis ici pour vous parler de mes lectures et parfois de mes petits moments tea time et cosy que je peux faire quand je lis, pour vous parler également des salons littéraires ou des diverses sorties lectures que je peux faire. Mais non, du coup, même si j'ai vachement envie de vous montrer les nouvelles Converse à paillettes que je me suis offertes lors de mon séjour japonais, je ne vois pas trop l'intérêt pour vous de vous présenter les différents vêtements ou autres goodies qui n'ont absolument aucun rapport avec la lecture. Je pense aussi que du coup le haul serait quand même un petit peu long parce que on s'est bien fait plaisir avec mon mari, sur plein de domaines, de goodies différents. Donc du coup j'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter uniquement mes souvenirs en lien avec la lecture ou en lien avec les différents moments cocooning que je peux vous présenter ici sur cette chaîne, et également pour vous présenter peut-être 2-3 petites choses qui vont servir de point culture de cette vidéo, parce que comme vous pouvez voir, mon décor a également changé. J'ai réalisé une étagère dédiée avec pas mal de souvenirs que j'ai rapportés du Japon. Je suis vraiment trop contente du résultat, et donc je me suis dit que comme ça a un impact, ou en tout cas ça fait partie intégrante des vidéos que je vous propose sur cette chaîne, eh bien j'allais vous présenter un peu plus en détail également la nouvelle décoration de ma bibliothèque. On va commencer avec l'élément central de cette nouvelle décoration de ma bibliothèque. Il s'agit de ce grand carnet rempli de tampons et d'inscriptions. Donc il s'agit d'un carnet à goshuin. Donc les goshuin, ce sont, en fait, chaque page contient un goshuin. Et les goshuin, ce sont des espèces d'inscriptions tampons commémoratifs de nos visites de temple. Donc en fait, quand on visite un temple, on peut aller voir quelqu'un qui va nous imposer, nous apposer sur une page un tampon en lien avec le temple, et donc ces tampons sont souvent rouges, parfois verts, ou parfois on a des tampons spéciaux argentés ou dorés, comme vous le pouvez voir sur ce goshuin là. Donc ça c'est un goshuin un peu particulier parce que c'était en lien avec une fête qui était liée au temple, et donc on pouvait choisir soit le goshuin normal rouge et noir, soit ce goshuin un peu plus particulier. Donc du coup les goshuin sont toujours composés de tampons majoritairement rouges, et ensuite une personne qui travaille dans le temple va y apposer avec de l'encre de Chine et un pinceau, plusieurs inscriptions. Donc ces inscriptions font référence au lieu, donc au temple que l'on a visité, également à notre date de visite, et on peut également avoir d'autres inscriptions, soit la mention du kami ou de l'esprit qui fait partie du temple ou du sanctuaire, ou également parfois des phrases un petit peu protectrices, des phrases de bonheur, de bonne chance, etc. Voilà, c'est vraiment divers. Et donc comme vous pouvez voir ici, j'ai recueilli pas mal de goshuin, à chaque fois dans des temps
temples qui me tenaient à cœur, en tout cas des temples que j'ai vraiment adoré visiter. Il y en a véritablement plein, ils sont tous différents les uns des autres et je pense clairement que c'est la décoration que je préfère le plus dans cette bibliothèque, ou en tout cas c'est la décoration la plus personnalisée parce qu'elle reflète véritablement tous les temples qu'on a visités lors de ce séjour japonais avec mon mari, et je suis véritablement trop fan du rendu, ça donne exactement comme dans ma tête et je trouve que ça fait vraiment de très beaux souvenirs de ce voyage. Ensuite, vous avez ici la partie dédiée aux souvenirs un peu plus spirituels, sacrés, parce qu'il s'agit de petits souvenirs que nous avons ramenés de différents temples. On commence ici avec le Manekineko, donc ce fameux chat porte-bonheur que l'on rencontre beaucoup quand on voyage en Asie. Donc on a été visiter le jour de mon anniversaire le temple Gotokuji qui se situe à Tokyo et qui est le temple dédié au Manekineko. Et donc mon mari m'a offert comme cadeau d'anniversaire forcément un petit Manekineko en mémoire de cette visite. Donc les Manekineko, on peut en retrouver différentes sortes avec des bras qui bougent, la patte droite ou la patte gauche levée et de différentes couleurs. Mais là dans ce temple on n'a pas le choix. Le Manekineko qui représente le temple Gotokuji, c'est le Manekineko blanc avec la patte droite levée. La patte droite levée qui est censée apporter l'argent. Quand c'est la patte gauche qui est levée, c'est censé apporter les clients. Et comme je ne suis pas commerçante, eh bien le hasard fait bien les choses au niveau de la petite patte levée. Juste à côté, vous avez un Daruma. Donc là, ce Daruma vient du temple Katsuoji, à proximité de Osaka. Encore une fois, le Daruma, c'est une figure que l'on rencontre énormément lorsqu'on voyage en Asie. Et donc, sa forme particulière est censée représenter en fait comment on appelle ça? Un Bodhidharma, je pense. En fait, c'est un religieux indien qui serait resté dans une position de méditation pendant 9 ans. Et en restant dans cette position pendant aussi longtemps, en fait, ses bras et ses jambes se sont nécrosés. Et donc, il ne restait plus de son corps que cette espèce de forme de culbuto. Et donc, la forme du Daruma serait inspirée de ce religieux indien. Alors le Daruma, pareil, on peut le retrouver sous différentes formes et sous différentes couleurs, mais là pour le temple donc Katsuoji, c'était seulement le Daruma rouge que l'on pouvait acheter, donc sous 2 formes différentes, le grand qui est le Daruma que moi je me suis offert et le petit qui est le Daruma de mon mari. Alors comme vous pouvez le voir, le grand Daruma n'a qu'une seule pupille dessinée, tout simplement parce qu'en fait quand on va au temple et qu'on achète un Daruma, il n'y a aucune pupille, donc les yeux sont juste blancs, ils sont tout vides et on fait ensuite un vœu au temple. Et une fois que le vœu est effectué, on remplit le premier œil avec la première pupille et quand notre vœu se réalise, eh bien on remplit le deuxième œil du Daruma. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un vœu au temple, mais il n'est pas encore réalisé, donc c'est pourquoi la deuxième pupille n'est pas encore dessinée et je la dessinerai bien évidemment quand mon vœu sera réalisé. À côté de ce Daruma, vous avez donc un autre beaucoup plus petit qui est en fait celui-là à l'intérieur où il y a un petit trou, où il y a un petit mot qui est inséré à l'intérieur. Et en fait quand on choisit le Daruma, on est censé se poser une question, on doit avoir quelque chose en tête, on pioche un Daruma au hasard et à l'intérieur, donc le petit papier est censé répondre à la question ou à ce qu'on avait dans la tête. Donc ce papier peut être une prédiction ou en tout cas une aide positive ou négative. Si l'aide est négative, eh bien on doit enrouler le petit papier et le faire un nœud dans un des espaces du temple pour conjurer le mauvais sort, et si la prédiction ou le petit mot est positif, eh bien on le ramène avec soi à la maison, et là le petit mot de mon mari était positif et donc du coup il est revenu avec nous, il est là dans la bibliothèque également. Juste à côté, vous avez également 2 petites clochettes. Donc ces clochettes, on les a reçues lors de notre tour, notre day trip au Mont Fuji. Donc on a organisé, on a participé à un petit voyage organisé autour du Mont Fuji. Et en fait, c'est notre guide qui nous a remis cette petite clochette parce que quand on va au 5e stop, quand on escalade la montagne, il y a plusieurs stops où on peut monter en voiture et le dernier c'est le 5e. Et là il y a également un temple et un sanctuaire. Et en fait ce sanctuaire est habité par un esprit qui nous enlève si nous ne possédons pas de petites clochettes dont le bruit est censé l'effrayer. Alors je ne sais plus comment s'appelle cet esprit, mais je sais qu'il y a un emoji que l'on peut...
un espèce de masque rouge avec un super long nez, voilà, et cet emoji en fait c'est cet esprit qui habite ce temple et qui enlève les personnes qui ne possèdent pas de clochette. Et donc du coup, comme notre guide elle avait bonne conscience, elle n'avait pas envie de perdre l'un de nous et donc elle nous a filé une petite clochette pour pas que l'on se fasse enlever. On continue notre petit tour de bibliothèque avec le prochain souvenir qui est en fait une bouteille de saké. Donc en fait le saké il était transporté dans ces espèces de petits paniers et mon mari était vraiment fan des différents paniers que l'on pouvait retrouver majoritairement dans les temples et on trouvait que c'était véritablement des super beaux objets. On a voulu en trouver un pour rapporter à la maison pour mettre, je sais pas, nos couvertures par exemple à l'intérieur ou alors pour s'en servir de vide-poche, mais on n'en a pas trouvé et donc quand on a vu cette bouteille de saké qui était emballée d'un panier à saké traditionnel, on n'a pas hésité et on a rapporté cette bouteille à la maison et on trouve que ça fait également un super beau souvenir et un très beau élément de décoration. À côté, vous avez une petite carte postale qui vient d'un magasin que j'ai adoré, ça s'appelle Hands. Donc si vous allez au Japon, je vous conseille de passer par Hands parce qu'ils ont des cartes postales mais magnifiques, aussi diverses que variées. Et ils ont également un énorme rayon papeterie et moi qui suis fan de bic, de cahiers, de trousses, bref, de stickers, de sticky notes, enfin voilà, tout le monde de la papeterie, j'étais au paradis. Et donc j'ai décidé de ramener cette petite carte parce qu'elle représente bien le Japon dans son entièreté. Donc on a la vague d'Okuzai, on a le mont Fuji, on a les fleurs de cerisier japonais, on a les manekineko, les daruma, les geishas, les sushis, enfin bref, véritablement un bon résumé de toutes ce voyage au Japon et de toute la culture japonaise. Donc je trouvais que ça faisait un très bon souvenir et également un très beau élément de décoration. Ensuite, à côté, vous avez un petit peu tous les souvenirs un peu plus pop, un peu plus déjantés que l'on a rapporté du Japon, à commencer par ce petit porte-clés cerf japonais. Donc nous sommes allés à Nara et Nara est une ville où il y a un énorme parc où il y a plein de cerfs et de biches japonaises en liberté. Donc on peut voyager, aller caresser les biches et les nourrir d'espèces de petites galettes. Et franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs de voyage. J'ai adoré aller là-bas voir les biches, les nourrir, même si pour certaines elles étaient pas mal agressives parce que quand on refusait de leur donner un petit biscuit, eh bien elles vous bottaient le cul et moi je peux vous dire qu'il y en a un ou deux qui m'ont bien fait mal aux fesses à force de me charger pour essayer d'avoir un biscuit. Et juste à côté, vous avez, je trouve, le meilleur résumé de ce voyage au Japon. Donc ce Pikachu qui est habillé en maître de cérémonie de thé, donc il a dans sa main un petit bol de matcha. Et pourquoi je trouve que ce Pikachu est un bon résumé de ce voyage? Tout simplement parce que le Japon est véritablement un pays qui est entre la tradition et la spiritualité et la pop culture, la modernité et un peu ce côté foufou et déjanté. Et donc avoir le Pikachu qui représente la pop culture et le côté un peu déjanté, habillé en maître de cérémonie du thé qui fait plus partie du côté tradition, je trouve que voilà, c'est véritablement un bon résumé de ce qu'est le Japon. Et en plus, je ne pouvais pas repartir du Pokémon Store sans ce Pikachu parce que je suis également une grande fan de matcha. J'en parle beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de moi parce qu'ils trouvent que le matcha a le goût d'algue. Non, pas du tout. Le matcha, c'est extrêmement délicieux. Je ne vois... Enfin, vraiment, ces personnes-là ont un problème. Moi, je vous le dis. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, ici que je ne vous parle pas beaucoup de ma passion pour le thé et le matcha. Je vous parle beaucoup de mes moments apéro, mais je vous montre pas et je vous parle pas beaucoup en fait de mes moments tea time, matcha time, etc. Alors que je suis quand même plus une consommatrice de thé au quotidien que de vin, de bière et autres apéros. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter ici un peu plus sur cette chaîne mes petits moments tea time, cozy time, voilà, de boissons chaudes que j'aime bien déguster pendant mes moments lecture. Je vous en avais parlé d'ailleurs pendant ma vidéo de présentation, mais c'est vrai que depuis je ne filme pas trop ces petits moments cocooning que je me fais à la maison et donc du coup j'ai décidé de remédier à cela à partir de maintenant pour les prochains vlogs. Bref, je digresse. Donc on en était au petit Pikachu que je trouve vraiment trop mignon et que je suis ravie d'avoir rapporté du Pokémon Store de Kyoto. Et alors à côté, vous avez tout un petit panel
nos petits souvenirs qu'on a rapportés des gâchapons et des machines à grappin. Donc les gâchapons, en fait, ce sont des espèces de machines où il y a des boules à l'intérieur qui contiennent une figurine et vous mettez une pièce dans la machine, vous tournez une manivelle et vous recevez une boule mystère autour d'une thématique donnée. Donc par exemple là, vous aviez un petit chat qui crache du thé, donc vous pouviez avoir le petit chat comme moi, blanc et roux, mais vous pouviez également avoir le petit chat totalement roux ou noir et blanc ou tout noir. Enfin voilà, c'est véritablement en fait plusieurs figurines et en fait quand vous jouez au gâchapon, vous avez l'une des figurines au hasard. Donc ici on a un peu un florilège de nos trouvailles en gâchapon. J'adore notamment ce petit Darumasha. Franchement, je pense que c'est le meilleur gâchapon que j'ai eu de ma vie. Et vous avez également à côté un beau florilège des choses que j'ai gagnées à la machine au grappin. Et on a choisi avec mon mari les machines qui proposaient les porte-clés et les goodies les plus kitsch et les plus originaux possibles. Et donc là, j'ai mis ce sublime bol à ramen et ce petit curry japonais que l'on a gagné. Et franchement, je trouve que ça fait des super beaux souvenirs. Je suis véritablement trop fan. Et encore une fois, cette étagère représente bien ce qu'est le Japon entre tradition, spiritualité et côté ultra foufou et pop culture. Au niveau des autres souvenirs que j'ai rapportés, je vous l'ai dit en parlant du petit Pikachu, je suis une énorme fan de thé et donc au Japon, comment vous dire que j'étais au paradis. Donc bien évidemment, j'ai ramené avec moi du thé, j'ai ramené du thé vert, Gainmaisha et j'ai également rapporté du thé, alors c'est du roasted tea de Kanazawa, c'est du black tea qui a été roasted, mais je ne sais plus le mot, à force d'avoir parlé pendant 15 jours anglais, j'en perds mon latin évolué. Je pense que ça veut dire torréfié, non? Il me semble. Enfin bref, un thé spécial de Kanazawa. Et je suis également revenue avec pas mal de matcha. J'en ai pris, il me semble, 4 sortes différentes, donc du matcha le plus courant, on va dire, ou en tout cas le plus utilisé, jusqu'au matcha un peu plus spécial et plus commercialisé pour les personnes qui aiment bien boire du matcha, donc vraiment un matcha beaucoup plus corsé, un peu plus fort en bouche et un peu plus spécial. Et pour accompagner mon matcha, parce que ici on boit un matcha dans une tasse à café ou dans un verre, mais c'est comme mettre du 7-Up dans un mojito, ça ne se fait pas du tout quand on est un vrai du vrai. Donc du coup j'ai rapporté, et bien évidemment, petit bol à matcha. Celui-là, je l'ai trouvé dans un magasin à Kyoto. Donc, c'est un monsieur qui vendait que de la céramique et de la porcelaine. Et j'ai véritablement eu un coup de cœur pour ce bol. Me demandez pas pourquoi, mais je le trouve magnifique. Et comme je suis amatrice de matcha et que je n'avais pas encore de bol à matcha, donc je me suis dit que ça faisait également un super beau souvenir. Voilà, j'ai enfin mon bol à matcha pour déguster maintenant un matcha dans les règles de l'art. Autre catégorie de souvenirs, vous le savez, le lundi, j'aime bien prendre un petit bain, lire dans mon petit bain et me faire en même temps une petite routine skincare avec des masques et tout le tralala. Et donc, bien évidemment, le Japon est quand même un pays assez reconnu pour tout ce qui est produits skincare et pour les cheveux. Et donc, je ne suis pas repartie les mains vides non plus dans ce domaine. On va commencer par 2 petits bandeaux que j'ai achetés. Donc, vous savez, c'est les petits bandeaux qu'on met sur la tête pour se protéger les cheveux de nos produits que l'on va mettre sur sa face. Donc voilà, premier bandeau. Le traditionnel Hello Kitty. Donc de base, d'ordinaire, je ne suis pas extrêmement fan d'Hello Kitty, mais c'est vrai que quand on va au Japon, c'est un petit peu une des figures de la pop culture la plus présente. Et je trouvais que ce masque était trop mignon. En plus, Hello Kitty, c'est un petit chat, quoi. Et vous savez mon amour pour les chats. Donc du coup, voilà, il est reparti avec moi. Et alors, le deuxième bandeau que j'ai acheté... un des meilleurs souvenirs aussi que j'ai rapporté. Alors ça, il faut vraiment que vous soyez fan du Japon ou que vous soyez allé au Japon pour avoir la référence, parce que c'est un personnage très connu là-bas.
Il s'agit de la petite mascotte du magasin Don Quijote, donc qui est un pingouin bleu qui porte un chapeau de Noël, hein, donc il porte toute l'année, hein, ce petit chapeau de Noël, c'est pas uniquement lors de la période des fêtes. Donc en fait, Don Quijote, c'est un magasin, comment dire, en fait, vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi à Don Quijote. C'est des magasins qui sont souvent sur plusieurs étages et vous pouvez trouver aussi bien un sèche-cheveux, un lisseur, de la viande, des légumes, des fruits, que des stickers Pikachu ou des petits masques, des petits bandeaux pour vos cheveux. Enfin bref, c'est vraiment un magasin rempli de tout et n'importe quoi. Et généralement au niveau des prix c'est pas excessivement cher et donc du coup c'est le magasin parfait pour se rapporter des souvenirs ou pour rapporter des souvenirs à nos proches. Et donc du coup comme il y a des Don Quijote véritablement partout dans les grosses villes au Japon, on en a fait plein, que ce soit à Tokyo, à Osaka ou à Kyoto, et forcément, comme la mascotte est omniprésente, je ne voyais pas partir du Japon sans un goodies à l'effigie de cette mascotte. Au début, j'avais pensé ramener un petit porte-clés, mais je me suis dit que clairement, dans mon quotidien ici au Luxembourg, je n'allais pas du tout avoir l'utilité de ce porte-clés. Et donc du coup, je suis tombée sur ce bonnet de bain, enfin sur ce bandeau. Et je me suis dit, ok, je le prends parce que clairement, j'en aurai l'utilité au Luxembourg et ça fait vraiment un souvenir trop drôle. Je suis véritablement trop fan et j'ai hâte de prendre mes petits bains, de mettre mes petits masques avec ce bandeau et avoir la musique de Don Quijote en tête parce que bien évidemment, oui, ce magasin a une musique commerciale ou en tout cas voilà qui lui est liée et je peux vous dire que cette musique vous reste bien dans la tête. Sinon, bon... Continuons dans les souvenirs skincare. Donc en plus des bandeaux, j'ai bien évidemment pris avec moi des petits masques. Hein. Vous savez mon amour pour le masque lors de mes routines skincare. Donc j'ai pris plusieurs fois un masque Hello Kitty déguisé en Daruma. Donc le Daruma, cette fameuse figurine rouge qui est située juste là. Franchement, je trouve ça... trop drôle, c'est horrible, hein. On a une tête horrible en mettant ça, mais je trouve ça vraiment trop chouette et je me suis dit que ça faisait également des super bons souvenirs pour mes petites soirées skincare. J'espère ne pas faire trop peur à Yumi quand même quand je les mettrai. On verra, je vous tiendrai informée. Et alors, j'ai acheté également des masques normaux cette fois-ci. Donc en fait, cette marque-là, je pense que c'est une marque japonaise. En fait, j'en entends parler énormément sur les réseaux sociaux et quand j'étais dans les Don Quijote, tout le monde s'arrachait ces masques-là. Donc je me suis dit qu'il y avait sans doute un truc et du coup je me suis dit pourquoi pas les rapporter et tester ça à la maison. On va passer maintenant à la dernière catégorie de souvenirs et vous vous doutez bien que en tant que fidèle lectrice, eh bien j'ai rapporté quand même 2-3 trucs en lien avec les livres. Alors non, je n'ai pas rapporté de livres du Japon, tout simplement parce que je ne lis pas le japonais. Voilà, et alors je sais qu'il y a des librairies, enfin il y a quelques librairies francophones à Tokyo, je pense qu'il y en a une ou deux, mais j'avais pas nécessairement envie d'aller spécialement là-bas. En fait, je ne voyais pas l'intérêt d'aller dans une librairie francophone, m'acheter un livre pour le rapporter ici. Enfin, voilà, j'avais pas nécessairement envie de faire cette expérience-là. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'aller dans des librairies japonaises, de voir quels étaient les différents livres qui étaient proposés, quels étaient leurs formats, leurs couvertures, etc. Je trouvais que c'était une expérience beaucoup plus enrichissante que d'aller dans une librairie qui propose des livres que je connais ou en tout cas que je peux voir et découvrir quand je suis en Europe. Donc je n'ai pas rapporté de bouquins. En revanche, je me suis offert quelques marque-pages. Alors le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté dans une petite boutique à Tokyo qui proposait en fait différents goodies liés à la papeterie qu'une créatrice, il me semble, proposait. Et donc, alors je sais pas du tout si de base c'était censé être un marque-page ou pas, mais en tout cas je trouvais que pour moi ça en avait le format et je l'utilise du coup comme marque-page. Donc c'est ce petit papier japonais décoré d'un petit chat. Et donc je pense que l'illustratrice du coup c'est Aki. Il faudrait que j'aille me renseigner. Mais voilà, je trouvais que les dessins qu'elle proposait étaient vraiment trop mignons. Et dans les différents marque-pages, il y avait forcément pas mal de chats. Alors clairement, le Japon,
Si vous êtes fan de chats, bah là vous serez au paradis, hein, parce que les chats sont omniprésents sur tout, sur les chaussettes, les t-shirts, les marque-pages, enfin vraiment, il y a des chats partout, partout, ils sont dingues de chats, et donc bah vraiment, quand on est également comme moi un cat lover, on pète un petit peu un plomb, alors je ne vais pas mentir, avoir des stickers chats, des marque-pages chats, des t-shirts chats, bah, comme on peut le voir ici, hein. Enfin tout lié à nos petits félins à quatre pattes domestiques. Enfin voilà, on pète littéralement un plomb. Donc du coup, moi, premier plomb pété avec ce petit marque-page. En fait, je l'ai choisi parce que bah déjà, je le trouvais trop mignon. Mais en fait, ce chat, il a véritablement la tête de Yumi. Quand Yumi a envie d'avoir une sucrerie où le week-end, on lui donne de la pâtée, on lui donne parfois des petits bonbons et on lui donne parfois des petits bâtons ou de la petite crème là comme ça. Et quand il veut avoir ces petites gâteries ou quand il veut avoir des câlins, Yumi fait cette tête. Et donc quand j'ai vu ce marque-page, j'ai directement pensé à Yumi, et même si ça faisait que 2 jours qu'on était au Japon, il me manquait déjà énormément, et donc je me suis dit que j'allais m'offrir ce petit marque-page pour penser à lui et l'avoir en permanence avec moi dans mon petit bouquin. Voilà, et donc je le trouvais vraiment mignon, et ce que j'adore aussi, c'est que derrière on a le petit cucu du chat. Je trouve ça trop chou. Donc voilà, pour mon premier petit marque-page. Ensuite, quand on était à Kanazawa, donc j'ai visité un temple qui m'a fait l'un de mes plus beaux Goshuin. Franchement, il est magnifique avec ces espèces de petites poudres d'or qu'il m'a mis sur le Goshuin. Je le trouve trop beau. Et il m'a glissé également, donc en me rendant mon carnet à Goshuin, il m'a glissé ce petit marque-page. Alors je sais pas trop si de base c'est censé servir comme marque-page ou... Enfin voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi je trouve ça en a la forme, donc je vais m'en servir comme marque-page. Et donc ben, vous avez un peu le symbole du temple juste ici. Et là c'est écrit en japonais, donc en commémoration de votre visite du temple, avec le nom du temple, etc. Donc je trouve ça vraiment un chouette souvenir. Voilà. Ensuite, je suis passée dans une super librairie à Kyoto. Elle était vraiment grande, elle proposait un nombre inimaginable de mangas. Franchement, moi j'étais là, je fais, c'est vraiment dommage que je parle pas japonais parce que la proposition de mangas en tout genre, c'était hyper impressionnant. Bref, et donc ils avaient également un rayon dédié un peu aux goodies littéraires, donc aux pochettes à livres, aux couvertures de livres et aux marque-pages. Alors, ils avaient des marque-pages sublimissimes en cuir ou en papier japonais. Et franchement, le prix était aussi sublime que les marque-pages. Et quand je voyais que ça coûtait plus ou moins 20 € pour un marque-page en papier japonais ou en cuir, ça m'a un peu refroidi. Mais comme j'aimais bien quand même leur logo, je me suis dit, allez, je vais quand même en acheter un. Et donc, j'ai été dans les marque-pages les moins chers. Littéralement, il m'a coûté 3,50 €. Donc j'y ai gagné au change. Il n'est pas très beau par rapport aux autres marque-pages, hein, clairement, mais au moins ça me fait un beau souvenir parce que j'étais vraiment fan de leur logo. Donc 3 livres et un chat au-dessus de ces livres. Hein. Il manque plus qu'une tasse de thé et voilà, c'est mon blason. Voilà, donc un petit marque-page classique en plastique. Donc il y avait différentes couleurs. Rouge, bleu, vert, jaune, bref. Moi je trouvais que le blanc c'était le un peu moins... horrible de tous. Et donc voilà, un petit marque-page avec un petit chat et des livres. Parfait résumé de ma personne. Ensuite, quand nous sommes allés à Nara, donc je vous l'ai dit, on a vu des petites biches, on a nourri les petites biches. Et en fait, ils ont une petite mascotte de biche, bien évidemment, hein, à Nara, que l'on retrouve un peu partout sur les panneaux qui nous indique la direction à prendre, dans la gare, etc. Voilà, il y a la petite mascotte qui est un peu partout. Et bien évidemment, cette mascotte est déclinée sur plusieurs supports, dont notamment des marque-pages. Il y en avait plusieurs, il y avait notamment la petite mascotte qui mangeait également des petits biscuits. Mais comme j'avais déjà le porte-clés peluche, je me suis dit que non, j'allais pas faire un bis repetitas. Et donc j'ai pris un autre marque-page qui me plaisait énormément, qui est la petite biche qui lit un livre. Donc je trouvais que c'était un parfait résumé, encore une fois, de ma personne et de son utilité, vu qu'il va me servir donc comme marque-page. Et je le trouvais trop mignon, avec c'est trop kawaii, comme on dit là-bas. Voilà, donc petite biche qui lit un petit livre. Et les 2 derniers marque-pages que je vais vous présenter. Alors là, je trouve que ce sont les plus beaux. Oui et non, parce que je vous l'ai dit, je suis extrêmement fan de ce marque-page-là que je trouve trop chou, trop sublime.
Mais clairement, quand je les ai vus en fait au magasin, donc Don Quixote, hein, ce fameux petit magasin avec le pingouin, j'ai véritablement eu un coup de cœur et je me suis dit, bon, Noémie, tu as déjà 4 marque-pages en souvenir, mais clairement, je ne pouvais pas passer à côté de ces marque-pages-là. C'était une collection de 7 ou 8 marque-pages qui représentaient différentes choses japonaises, comme le mont Fuji, un tori, une geisha, un sumo, etc. Et puis quand j'en ai vu 2, je m'étais dit, bon, allez, tu en choisis un. Mais clairement, j'arrivais pas à me décider. Je me suis dit, bon, allez, YOLO, on ne vit qu'une fois, vas-y, prends les 2. Donc, je les ai embarqués parce que je trouvais que c'était véritablement un super bon résumé de notre voyage. J'ai commencé ce petit haul en vous parlant de 2 figurines que j'ai achetées dans des temples et je vais clôturer ce haul en vous présentant les mêmes figurines. Voilà, donc il s'agit d'un marque-page qui représente le petit Manekineko et le marque-page qui représente un Daruma. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Je les trouvais vraiment magnifiques. Et comme c'était 2 temples que je souhaitais absolument voir lors de ce voyage au Japon, c'était les 2 temples numéro 1, donc le Katsuoji Temple et le Gotokuji Temple. Donc Gotokuji, Manekineko et Katsuoji, si j'y arrive, le Daruma. C'était les 2 temples qui étaient au sommet de ma liste. C'était 2 temples que je voulais absolument visiter. Je suis ravie de les avoir faits, donc je ne pouvais pas passer à côté de ces marque-pages du coup. J'avoue que le choix avait quand même été assez rude parce que les autres marque-pages de cette gamme étaient également magnifiques. Mais je me suis dit que je retournerai au Japon, ça c'est sûr et certain. Et donc la prochaine fois que j'y retournerai, je m'offrirai les autres comme petit souvenir. Voilà, vous avez un petit aperçu des souvenirs que j'ai rapportés du Japon et on va passer maintenant à la partie qui vous intéresse peut-être un peu plus, à savoir qu'est-ce que j'ai lu lors de ce voyage. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc c'est un livre à la base que je devais lire avant de partir, mais au final, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai terminé lors de mon attente à l'aéroport. Dans ce livre, on est dans un café un peu particulier parce que si l'on s'assied à une place précise, que l'on commande un café, que l'on pense fortement à une date dans le passé ou dans le futur, eh bien on peut voyager dans le temps. Et l'une des règles, c'est il faut qu'on retourne dans le présent en finissant sa tasse de café et il faut que sa tasse de café, que le café dans cette tasse soit encore chaud, d'où le titre Tant que le café est encore chaud. Voilà. Alors ici dans les différents chapitres, on va suivre à chaque fois un personnage différent qui va donc faire un voyage temporel, mais en fait on va à chaque fois retrouver les mêmes personnages, donc on va être focus sur un personnage, mais à chaque fois dans l'histoire on va avoir par exemple les clients habituels du café ou les propriétaires qui vont intervenir. Voilà, donc on est un petit peu dans ce que j'appelle une tranche de vie, donc ce livre n'a pas vraiment de début, n'a pas vraiment de fin, on est immergé comme ça à chaque chapitre dans un jour précis ou un moment précis de la vie de ces propriétaires ou clients. Alors, j'ai bien aimé sortir ce livre de ma palle juste avant mon voyage japonais parce que je trouve que c'est un petit peu un bon moyen de se mettre l'eau à la bouche avant de partir dans ce pays. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai trouvé qu'elle était j'ai lu pas mal de romans japonais en fait, et je trouve que la plume est quand même assez particulière, elle est assez pudique, elle ne va pas mettre en valeur les émotions, elle va être quand même assez factuelle, et là ici dans ce livre-là, même si on ressent une certaine pudeur, eh bien il y a quand même des émotions qui vont être mises en avant, et je trouve que la plume est également teintée d'humour et teintée d'émotions de temps en temps. Et j'ai véritablement bien aimé en fait avoir ce côté très japonais, mais également teinté d'émotions. J'ai bien aimé également les différentes histoires, j'ai trouvé qu'elles étaient hyper intéressantes parce qu'en fait, non seulement on va suivre le voyage donc dans le temps des personnages, mais on va également suivre au fur et à mesure qu'on avance dans le livre quelles sont les conséquences que ce voyage a eu sur les personnages. Et j'ai bien aimé en fait de suivre un peu d'avoir ce fil rouge, en fait, cette continuité de, voilà, je fais le voyage pour une certaine raison, X ou Y, et puis ensuite, qu'est-ce que ce voyage a apporté aux personnages et quelle a été la leçon qu'ils ont tirée de ce voyage pour vivre leur vie future. Voilà, c'est véritablement un gros point positif, je trouve, de ce livre, et je trouve en fait que c'est tout simplement une lecture qui fait le taf, une lecture mignonne, une lecture qui fait véritablement, en tout cas pour moi, qui a
joué un bon rôle de livre de transition, de livre d'entre-deux. Pour moi, ça a été une véritable bouffée de fraîcheur, ce livre. Bien évidemment, c'est pas révolutionnaire. Je sais que certaines personnes n'ont pas aimé un petit peu le côté gnangnan et plat de l'histoire, mais je trouve que, ben oui, ça a un côté assez plat. C'est clair qu'on n'est pas dans un thriller, dans un roman policier qui va nous tenir en haleine et qui va nous faire vivre plein d'émotions différentes. Mais mine de rien, c'est un livre qui arrive quand même à jouer sur la corde sensible, qui arrive à nous faire rire, qui arrive à nous mettre la larme à l'œil et qui est un bon moyen de se détendre, une bonne bouffée de fraîcheur. Enfin voilà, moi c'est un livre véritablement que j'ai bien aimé, je vous le recommande. Si vous aimez les belles histoires, les moments de vie, voilà, les histoires qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un contexte, d'avoir un début, d'avoir une fin, de juste passer un petit moment en compagnie de ces personnages et voilà, de les suivre dans un moment donné de leur vie. Donc voilà pour le livre qui m'a accompagnée du coup à l'aéroport. Ensuite, dans l'avion, j'ai commencé la lecture de La tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki. Alors, ce livre-là, je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'ai tourné donc du coup juste avant le Japon, que c'était un livre que je redoutais un petit peu de sortir de ma palle parce que les personnes qui l'ont lu et également les personnes qui ont vu l'adaptation des studios Ghibli m'ont dit que c'était une histoire hyper triste, que j'allais pleurer, etc. Enfin, que c'était horrible. Alors oui, certes, l'histoire est horrible parce qu'en fait ici, on va suivre donc l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont orphelins lors de la Deuxième Guerre mondiale donc au Japon. Donc oui, forcément, le contexte historique et l'histoire voilà, on rigole pas, mais en revanche je trouve que ce n'est pas un livre larmoyant. La plume, elle va être hyper factuelle, ça va pas être un livre où on va tirer en longueur les moments tristes, les moments horribles. Ça va véritablement être une plume factuelle, voilà, qui va nous expliquer les choses horribles qui sont arrivées à ces deux enfants, mais sans tirer sur la corde sensible, voilà, sans en faire des tonnes, sans commencer à vouloir absolument faire pleurer le lecteur. Et en soi, moi j'ai été véritablement surprise par ce livre, parce que je pensais véritablement pleurer toutes les larmes de mon corps en le lisant, mais en fait pas du tout. Alors oui, c'était une lecture lourde, mon cœur s'est serré, et c'est horrible, vraiment, c'est un récit qui est... c'est lourd, quoi. Et ce qui arrive à ces enfants est horrible. Mais c'est pas un récit larmoyant. Et je trouvais véritablement... Au début, j'étais un peu perturbée par la plume de l'auteur, parce que voilà, c'est une plume très factuelle. Alors, c'est une nouvelle au final. Enfin, La tombe des Lucioles ne fait que 60 et des pages, je pense. 67 pages, voilà, sur... Voilà, en fait, il y a une deuxième nouvelle dans le livre, donc c'est quand même assez court. Donc ça aussi, j'étais assez surprise que ce soit si court. Et en fait, si vous regardez, le livre, il n'a pas de chapitre, il n'a pas de... très peu de paragraphes. Voilà, c'est un récit quand même assez dense. Je parlais tout à l'heure de la plume japonaise qui était assez pudique, froide, etc. Là, en fait, on est exactement dans ça. La plume de l'auteur est très très factuelle, c'est assez dénué d'émotions. Et c'est très perturbant quand on passe de Tant que le café est encore chaud à cette plume-là. J'étais un petit peu déroutée. Et puis après, les pages passant, je me suis un peu habituée au style. Et j'ai véritablement été embarquée dans cette histoire de ces deux orphelins. Ce qui était également hyper touchant, je trouve, c'est que cette histoire, si je ne dis pas de bêtises... Oui, c'est ça, elle est inspirée de faits réels. Donc... L'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment et vagabondent dans l'enfer des incendies, tandis que la guerre fait rage, une histoire qui est celle que Nozaka vécut lui-même, alors âgé de 14 ans, en juin 1945. Voilà, donc c'est un livre qui est quand même inspiré de faits réels et de faits que l'auteur a lui-même vécu. Et je trouve que d'ajouter cette dimension au récit, ça a un côté encore plus touchant et un côté encore un peu plus lourd, parce qu'on se dit, si c'est véritablement arrivé, waouh, quelle horreur, quoi. Encore une fois, on se rend compte, ou en tout cas moi je me suis rendu compte de la chance que j'ai d'être née dans cette période historique et de ne pas avoir vécu la guerre, quoi. Où clairement, même quand on est des enfants, les gens n'en ont rien à foutre de votre tronche, quoi. Où c'est vraiment chacun pour tous et tous pour chacun. Enfin, je sais plus trop quel est l'adage qu'on dit, un peu, chacun pour sa tronche, quoi. Voilà. Et waouh. Vraiment, je trouve que c'est un récit touchant. Alors, clairement, si vous êtes déprimé, ultra sensible ou quoi, si vous avez une période de down,
clairement je ne vous conseille pas ce livre, hein. Voilà, parce qu'il est quand même relativement dur. Mais en revanche, si vous avez les reins solides et si vous êtes dans le bon mood, si je puis dire, bah, je vous le recommande fortement parce que je trouve que c'est un récit ouais, très touchant, très beau. J'ai trouvé ça en fait extrêmement touchant de voir l'amour que porte ce frère, enfin que se portent le frère et la sœur, et également tout ce qu'ils ont été capables de faire pour survivre malgré l'enfer de la guerre, et un petit peu cet optimisme que les enfants peuvent avoir dans certaines situations. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un récit bouleversant et très touchant, très très lourd, cela dit. Donc j'avoue que quand je suis arrivée à la fin de ce livre, j'étais contente d'avoir encore quelques heures de vol devant moi pour commencer un livre qui était peut-être un peu plus léger, parce que ouais, véritablement, ça vous fout quand même un coup, hein. Donc voilà donc pour La tombe des Lucioles. J'ai donc tout de suite enchaîné avec Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Donc là, dans le prochain arrêt, on est encore une fois dans un récit, je vais dire, tranche de vie, parce qu'en fait, on va suivre plusieurs personnages pendant en fait tout un trajet de train. Donc en fait, voilà, c'est la ligne Hankyu Imazu. Alors, j'espère que je le prononce bien, parce que j'ai passé 2 semaines au Japon, mais mon japonais est toujours aussi nul, hein. Donc voilà, donc c'est cette ligne qui relie Takarazuka à Nishinomiya, au gré de 8 gares desservies donc par ce train. Donc en fait, le livre est divisé en 2 parties. On va du coup avoir la partie 1 qui est dédiée au trajet aller, donc entre la première gare et la dernière, et la deuxième partie qui est dédiée au trajet retour, donc entre la dernière gare et la première. Et à chaque arrêt, donc chaque chapitre est dédié à un arrêt, on va suivre un personnage en particulier. Encore une fois, tout comme dans le Tant que le café est encore chaud, ces personnages vont rencontrer d'autres personnages dans le train, et ces autres personnages dans le train vont avoir un petit peu leur chapitre dédié dans un autre chapitre dédié à un arrêt. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc voilà, on va suivre plusieurs personnages au fil de ce trajet de train. Et en fait, ce que j'ai bien aimé également dans ce livre, c'est un peu comme dans Tant que le café est encore chaud. On va suivre les personnages dans la première partie. À un moment donné de leur vie, il va se passer quelque chose, des rencontres dans le train, etc. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on va revoir ces mêmes personnages quelques mois plus tard, et on va voir un petit peu comment a évolué leur vie et quel impact ont pu avoir, peut-être ou pas, les rencontres qu'ils ont fait dans la première partie, et notamment dans ce train. J'ai trouvé que c'était véritablement un récit totalement divertissant, qui faisait du bien, hein, après ce livre-là, clairement, hein. On est dans un récit beaucoup plus léger. Il aborde quand même des thématiques assez intéressantes, notamment par rapport à la vieillesse ou par rapport aux relations abusives dans les relations de couple. Voilà, il aborde plusieurs thématiques lourdes, mais de manière légère, et je trouve très intéressante. Et également, moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est la plume de l'autrice. Donc Hiro Arikawa, c'est pas le premier livre que je lis d'elle, et à chaque fois je suis charmée par sa plume. Elle a une plume extrêmement fluide, elle a une plume très belle, et à chaque fois teintée d'humour, mais d'un humour un petit peu caustique, un humour un petit peu grinçant, mais que moi j'adhère parfaitement à cet humour-là. J'aime véritablement ce que propose cette autrice. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, c'est pas vrai, mais j'ai passé un excellent moment lecture. C'est divertissant, c'est intéressant. En plus, ce qui était vachement chouette aussi, c'est que j'ai commencé ce livre dans l'avion, mais je l'ai terminé une fois que je suis arrivée au Japon. Et donc forcément, avec mon mari, on a pas mal voyagé en métro, on a pas mal voyagé également en train. Et donc le fait de vivre le train et le métro et de lire ce livre dédié à un trajet de train, j'ai trouvé ça véritablement ancré dans la réalité. Et quand je m'imaginais les personnages, en fait, je regardais les gens qui étaient autour de moi dans les transports en commun, et j'essayais de m'imaginer, ah, elle, ça pourrait être la petite vieille, ah, elle, ça pourrait être la femme d'affaires, ah, elle, ça pourrait être la petite fille. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était... Le fait de le lire quand j'étais au Japon, ça a donné une ampleur supplémentaire à ce livre, et c'est peut-être pour ça également que j'ai autant kiffé, parce que je trouve que ce livre était également une très bonne introduction à un séjour nippon, parce que les Japonais ont quand même
une autre manière d'agir en société que nous, Européens. Et voilà, ils ont un sens de l'honneur, un sens de la honte qui est, voilà, il faut pas qu'on fasse honte à sa famille ou à son entourage dans les lieux publics. Quand on est dans le train, on se tait, on ne fait pas de bruit, on ne dérange pas les autres. Voilà, et le fait de lire ce livre autour du comportement japonais dans les transports en commun et puis de le vivre, ça a donné plusieurs clés pour moi de compréhension et également de savoir comment je dois me comporter dans les transports en commun. Et j'ai trouvé que c'était également très complémentaire par rapport à ce que je vivais. Donc voilà, ça a été une super bonne expérience de lecture pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai emporté avec moi au Japon, je vous l'avais dit, un très très gros pavé pour être sûre d'avoir assez de pages à lire. Et j'ai fait le très très bon pari parce que je suis rentrée avec ce livre-là, donc Le Cheptel de Céline Dangean, et je suis toujours en train de le lire. Donc j'ai beaucoup de chance, j'ai fait un bon pari, je ne suis pas tombée en rade de lecture pendant mon trajet nippon, et ça c'est trop bien, parce que vraiment pour trouver des livres en français, j'aurais un petit peu galéré, je crois. Voilà, donc du coup, c'est ma lecture en cours, j'ai bientôt terminé, je suis à la page 749 sur 937, voilà, donc j'ai un peu moins de 200 pages encore à lire, voilà, il me reste ça à lire. Alors, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages. Alors, on va suivre tout d'abord un notaire qui va essayer de percer les mystères qui entourent sa naissance. On va suivre ensuite un adolescent, Bruno, qui lui s'est égaré en forêt et qui se retrouve dans une situation un petit peu particulière. On va suivre également la police, la gendarmerie, plusieurs gendarmes qui vont se réunir dans une cellule TEH pour trafic d'êtres humains. Parce qu'en fait, on va découvrir le corps d'une jeune femme qui a été tuée par balle. Et en fait, on va se rendre compte que la mort de cette femme, elle fait partie d'une beaucoup plus grosse enquête que prévu qui va donc mettre en lien plusieurs gendarmeries, donc la gendarmerie de Nîmes et la gendarmerie de Toulouse, mais également Interpol, et donc différents policiers et gendarmes vont être réunis en une cellule, donc comme je l'ai dit, la cellule TEH, pour trafic d'êtres humains. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que cette fille qui a été assassinée, elle n'est pas seule. Et dans les ramifications tout autour de l'enquête, il y a possiblement un trafic d'êtres humains. Et on va également suivre en fait en parallèle de tout cela la vie de personnes qui vivent dans un cheptel, le cheptel, voilà, qui est le cheptel, une organisation un petit peu particulière qui s'apparente à une secte. Voilà, je vais pas vous en dire plus pour éviter le spoil, mais voilà, donc on va suivre en fait différents points de vue, différents personnages. Et au fur et à mesure où on avance dans l'enquête, les différents points de vue, plutôt au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, les différents points de vue vont véritablement nous donner un éclairage global sur l'affaire qui est en cours dans ce livre. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de Céline Dangean. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Châtiment d'elle, que j'ai lu dans le cadre du prix pour le jury policier pour le festival Étrange Grande dont je vous ai énormément parlé sur cette chaîne. J'ai également lu de Céline Dangean, et ça je vous en ai parlé aussi dans un de mes tout premiers vlogs, Matrice, qui était le premier tome d'une saga. J'avais ensuite reçu Précipice, je vous avais fait un petit unboxing de ce deuxième tome, et donc le troisième tome de cette saga-là, c'est Châtiment que j'ai lu. Je vous ai également parlé de La Fille de Cali. La Fille de Cali qui est le premier tome d'une autre saga. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais en gros, il y a Matrice, Précipice et Châtiment qui font partie, voilà, 3 livres qui font partie d'une saga. Et puis ensuite, on a La Fille de Cali et Le Cheptel qui fait partie d'une seconde saga qui met en avant, c'est la saga dédiée au capitaine Héloïse Bouquet, donc qui est gendarme à Toulouse, il me semble. Voilà. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois donc de Céline Dangean, et je vous ai dit à chaque fois que c'était une autrice que j'aimais vraiment bien parce que je trouve qu'elle a une plume extraordinaire. En fait, elle écrit des romans qui se bouffent, mais
Même si les romans sont parfois un peu lents ou mettent du temps à se déployer, en fait, elle a une plume extrêmement agréable. Elle a une plume qui se dévore, qui se lit en fait sans peine. Vraiment, quand on lit du Céline Dangean, les pages, elles défilent de manière totalement simple et facile. C'est hyper agréable. Je trouve qu'elle arrive également à hyper bien travailler ses personnages, à doser des teintes d'humour, le suspense, etc. Enfin, elle arrive vraiment à nous mettre dans l'ambiance de son bouquin de manière génialissime. Et c'est toujours un plaisir en fait de se plonger dans un livre de Céline Dangean. Et ici, ce livre-là, il ne fait pas exception. J'avoue que bon, dans l'avion, j'ai un peu lu, mais pas non plus tant que ça, parce que j'avais complètement zappé en fait que sur les longs vols, à un moment donné, les hôtesses, elles coupent les lumières. Donc j'ai essayé de lire un peu avec mon iPhone, mais c'est pas très évident. Donc du coup, j'ai pas beaucoup lu pendant mes longues heures de vol, mais j'ai quand même pas mal lu les soirs, alors que j'étais quand même assez claquée parce qu'on faisait quand même une moyenne de marche de 15 km par jour. Donc je vous avoue que quand je rentrais à l'hôtel, je prenais un petit bain et une petite douche, et quand je me mettais dans le lit, je faisais pas long feu quoi. J'arrivais quand même à lire quelques pages, et j'avoue que même parfois si je tombais un petit peu de fatigue, je continuais à lire un chapitre ou deux parce que j'avais envie en fait de continuer ce livre, malgré la fatigue, malgré le fait que je dois me lever tôt le lendemain pour profiter de ma journée japonaise. J'avais envie de continuer ce livre, et franchement, l'enquête se déroule quand même lentement. Les policiers, ils galèrent à enquêter, ils galèrent à découvrir les différents indices, mais en fait, comme on a d'autres personnages qui gravitent dans ce livre, on a, au fur et à mesure on avance, plusieurs éléments qui sont amenés, que l'on découvre du coup, et ça nous tient encore plus en haleine parce qu'on en sait un peu plus que les policiers, donc on a envie de savoir comment les policiers vont avancer, et puis on a envie de savoir ce qui arrive à ces personnages. Est-ce qu'ils vont arriver à se dépêtrer de certaines situations, ou est-ce qu'ils vont arriver à découvrir le mystère de leur passé? Enfin voilà, c'est extrêmement addictive, et donc même si j'avais pas de longue période dédiée à la lecture lors de mon voyage, et que le soir, même si je luttais un petit peu, je lisais pas non plus 100 pages par soir quoi, j'ai quand même pas mal avancé quoi. J'ai lu pas mal aujourd'hui, mais je pense que j'ai lu quand même, 550 pages, 600 pages lors de mon voyage quoi. Donc j'ai quand même vachement bien avancé, c'est hyper prenant, hyper intéressant, et j'avoue, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller le terminer, le continuer et le terminer, parce que là je pense que je l'aurai terminé d'ici demain quoi, clairement. J'ai trop hâte de savoir. Franchement, c'est un livre ultra prenant. Il peut faire peur comme ça, avec ses 900 pages, et bon, on peut clairement assommer quelqu'un avec. Mais ouais, c'est bien écrit. Le suspense est bien dosé, les personnages sont hyper intéressants, ils sont vraiment bien travaillés. Et puis la thématique, moi c'est une thématique que j'adore, liée à des sectes, religions, tout ça. Enfin, j'adore, et j'ai hâte d'aller le continuer. Et voilà, c'est sur ce long blabla livresque culturel, présentation de goodies et autres souvenirs, que je clôture cette vidéo spécialement dédiée à mon voyage au Japon. Franchement, c'était un voyage incroyable. Avec mon mari, clairement, on a trouvé que ça a surpassé toutes nos attentes. C'était un voyage extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. On a fait des super découvertes, on a bien mangé aussi également, faut pas se mentir, mais la nourriture japonaise, c'était trop bon. Voilà, on a passé un excellent moment, c'était vraiment un voyage qui restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans notre mémoire. Et une chose est sûre, c'est pas le dernier voyage qu'on va faire au Japon, parce qu'on va y retourner, c'est sûr et certain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là, et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques et de nouveaux vlogs. Ciao!